Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première information sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de migration, donc et plus spécifiquement des bénéficiaires d'une protection internationale. Donc nous reviendrons très vite sur les différentes définitions et statuts qui, comme nous le verrons, conditionnent un ensemble de droits et de parcours d'insertion professionnelle particuliers. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP. Donc, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par Charlène Petot de la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France, avec laquelle donc nous réalisons cette information en partenariat. Donc, bonjour Charlène. Bonjour Isabelle. Et également donc de Karen Kaniewski, donc du C2RP. Bonjour Karen. Bonjour Isabelle, bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je les laisserai se présenter tout à l'heure. Donc, avant de démarrer, peut-être quelques consignes techniques pour un bon suivi de la présentation. Voilà, sur votre écran, vous avez donc au centre, en bas de l'image, donc des pictos. Vous avez un picto pour agrandir l'écran. Donc, c'est ce qui vous permet, voilà, de peut-être lorsque l'on ira sur les sites, d'avoir une meilleure visibilité. Vous avez également normalement donc un petit nuage en haut à droite pour télécharger le support de présentation. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à le télécharger, à la suite de l'intervention, vous allez recevoir un mail qui comprendra à la fois le replay du webinaire, les documents associés, dont le support, le PowerPoint que vous pourrez télécharger. Et puis, donc, en fonction des questions que vous pourrez nous poser, nous réaliserons un document FAQ questions-réponses qui vous sera également envoyé par ailleurs. Donc, plutôt sur la colonne de droite, vous avez également un certain nombre de pictos, dont le picto donc questions. Donc, tout au long du webinaire, vous pourrez nous poser vos questions. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on répondra aux questions posées à la fin de chaque point. On répondra à quelques questions. Et à la fin, donc à la fin de la présentation, on reprendra les questions qui n'ont pas pu être répondues. Et puis, notamment, donc, comme je vous disais, on réalisera un document FAQ. Voilà, vous aurez également dans ce mail un lien pour un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Voilà, je vais quand même rapidement vous présenter le C2RP, donc en 2 slides. Donc, le C2RP, c'est le CARIFOREF Hauts-de-France. Nous sommes un groupement d'intérêt public qui est financé et présidé alternativement par l'État et la région. Nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et nous sommes membres du CREFOP, pour lequel nous assurons le secrétariat technique. Et nous sommes également membres du réseau des CARIFOREF, donc il y a un CARIFOREF par région. Et puis, donc, il y a une association nationale qu'on appelle RCO, Réseau des CARIFOREF, voilà, qui travaille pour mettre en place tout un certain nombre d'actions, des outils également à disposition des professionnels, et puis donc qui réalise un certain nombre de conventions, notamment avec la DGEFP, pour traiter des sujets en particulier. Au niveau du C2RP, nous avons 4 grandes missions. Une première mission d'observation pour justement assurer une observation plus fine sur la relation emploi-formation. À cet effet, nous développons un certain nombre d'outils à votre disposition. Nous avons donc des données et l'ensemble de ces observations sont réalisées également pour apporter un appui technique aux instances régionales. Nous avons une mission d'accompagnement de l'ensemble des professionnels, des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Et nous mettons également à votre disposition un certain nombre d'outils. Nous avons une mission de collecte de l'offre de formation, donc c'est peut-être par ce biais que vous nous connaissez le mieux, pour consulter la base régionale de l'offre de formation.
toutes voies de formation confondues, y compris l'apprentissage. Et puis donc voilà, donc les organismes de formation nous connaissent bien, hein, puisque elles saisissent leur offre de formation, et nous avons aussi un rôle de consolidation de l'ensemble des systèmes d'information, puisque les informations au niveau national, régional remontent au niveau national, et il y a une base justement du RCO pour consulter toute l'offre de formation au niveau, sur chacune des régions. Et puis donc aujourd'hui, donc nous sommes sur notre mission d'information, hein, donc pour répondre aux besoins d'information des professionnels, et puis donc en organisant un programme de professionnalisation et des informations comme celle d'aujourd'hui sur des thématiques donc assez larges, hein, sur l'orientation, la formation, l'insertion. Voilà. Alors, pour notre présentation de ce matin, nous allons aborder successivement 5 grands points. D'abord, la définition des publics, des personnes en situation de migration, hein, qui, comme on le verra, qui est vraiment à définir, puisque ça comprend beaucoup de choses. On verra le statut administratif également associé. On fera un point sur le référencement de l'offre linguistique. Et puis, donc, on abordera l'insertion professionnelle des bénéficiaires d'une protection internationale. Et puis, Charlène nous présentera le guide Profer, donc, qui a été réalisé dans cet objectif. Peut-être rajouter également, donc je vous propose de prendre un temps de questions à la fin de chaque point. Donc Charlène et Karen répondront à 2-3 questions sur les sujets qui les concernent, mais on consacrera un temps plus long à la fin de la présentation. Voilà, Charlène, je te laisse la parole pour les 2 premiers points. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Isabelle, merci Karen et merci vos C2RP de nous permettre ce temps d'échange autour de l'accompagnement des personnes en situation de migration et en particulier des bénéficiaires de la protection internationale. Donc, je m'appelle Charlène Petot, je suis chargée de mission à la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France depuis avril 2021. Mes missions portent principalement à la Fédé sur les publics. Donc, je suis 3 publics cibles en particulier, les allocataires du RSA, les jeunes et les personnes en situation de migration. Et je suis également chargée de formation. Et avant d'être à la Fédération, j'ai occupé des postes successivement de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile et d'officière de protection instructrice à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, je vais rapidement vous présenter la fédération. C'est une tête de réseau généraliste qui porte une parole publique et qui accompagne des organismes engagés dans la lutte contre l'exclusion. Donc, on est une équipe au sein des Hauts-de-France de 8 salariés et on travaille de manière transversale sur un champ d'activité qui est très large, puisque ça touche à la fois l'hébergement, le logement, l'accueil, la santé, l'insertion par l'activité économique, l'emploi et l'accès aux droits. Donc, je vous ai remis dans une petite slide en fait l'ensemble des adhérents de la fédération dans les Hauts-de-France sur cette carte. Et du coup, vous avez toutes les informations sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, je vais passer à la présentation. Donc, l'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir vous donner quelques définitions et précisions juridiques sur les personnes en situation de migration et plus spécifiquement donc, sur les bénéficiaires de la protection internationale que j'appellerais BPI. Le terme de migrant, c'est un terme qui est, comme vous le savez, très usité dans le langage courant. Il est également galvaudé dans son utilisation. En effet, souvent, ce terme il est utilisé de manière assez négative, péjorative, et il est particulièrement stigmatisant. Pourtant, l'Organisation internationale pour les migrations définit un migrant comme une personne qui a quitté son lieu de résidence habituel de manière temporaire ou définitive, qui s'est déplacé dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
et qui a migré pour des raisons diverses. Donc, ça peut être des raisons économiques, des raisons familiales, pour faire des études, ou parce qu'elle se retrouve dans une situation de danger. Donc, au sens de l'Organisation internationale des migrations, les personnes qui migrent d'une région à une autre au sein d'un même pays, par exemple de l'Île-de-France vers les Hauts-de-France pour des raisons personnelles et professionnelles comme moi, sont des personnes migrantes. Vous voyez, ça donne une vision très globale de... le terme de migrant, disons, est beaucoup plus global que ce qu'on imagine. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un terme qui est stigmatisant parce qu'il renvoie souvent dans l'imaginaire populaire à des situations, des contextes très précis, comme par exemple la situation à Calais pour notre région, où les personnes qui essayent de traverser vers le Royaume-Uni ou qui essayent de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye. Donc aussi, le terme de migrant, au terme de migrant, on peut raisonnablement lui préférer le terme de personne en situation de migration. Donc, de la même manière, l'utilisation du terme réfugié apparaît de manière de plus en plus présente, en fait, est de plus en plus présente, dans les médias ou même dans les discours institutionnels. Au sens commun, une personne réfugiée, c'est une personne qui a dû fuir son pays parce qu'elle était en danger. Mais ce terme est souvent utilisé pour définir l'ensemble des personnes en situation de migration, alors que la notion de réfugié, elle correspond pourtant à un statut juridique et administratif bien particulier, comme on va le voir juste après. Donc, il est évident que toutes les personnes réfugiées, toutes les personnes exilées, ne sont pas des réfugiés. Par exemple, on le voit actuellement avec la résurgence du conflit en Ukraine. On entend beaucoup parler des personnes déplacées d'Ukraine comme étant des réfugiés. Et pourtant, au sens juridique du terme, elles ne le sont pas. Même si elles peuvent être qualifiées de réfugiés parce que elles ont fui leur pays parce qu'elles étaient en danger, leur statut en France n'est pas le statut de réfugié. Et le fait d'utiliser ce terme de manière galvaudée, ça peut laisser place à la confusion, notamment sur leur statut, sur le statut de ces personnes sur le territoire français et sur leurs droits. Et du coup, ça peut aussi laisser place à des malentendus, justement sur ce à quoi elles ont droit. Donc, juridiquement parlant, il existe 4 types de protection internationale qui s'obtiennent à l'issue d'une procédure de demande d'asile que je vous présenterai juste après. Et du coup, ces 4 statuts, c'est l'asile constitutionnel, le statut de réfugié, la protection subsidiaire et l'apatridie. Donc, avant de passer à la suite, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions posées pour l'instant, Charlène. Je pense qu'on peut continuer. Ok, ça marche. Du coup, donc l'asile constitutionnel, c'est un statut qui est assez peu reconnu aujourd'hui par les instances en charge de l'asile. Il permet uniquement à un groupe très défini, en fait, très restreint de personnes identifiées de bénéficier d'une protection internationale, et elles le sont au motif qu'elles sont persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté. Donc rapidement, cette notion, ce statut juridique, il a été introduit en droit dans les années 90. C'est un type de protection qui a particulièrement prospéré dans ces années-là jusque dans les années 2000, parce qu'elle faisait notamment écho au conflit qu'il y avait en Algérie et en Bosnie. Et donc, il y a plusieurs dizaines de personnes par an qui se voyaient reconnaître le statut de réfugié constitutionnel. Aujourd'hui, cette protection, elle est pratiquement plus utilisée. Donc, je vous ai remis les critères que les instances de l'asile en fait vont étudier pour reconnaître le statut de réfugié constitutionnel. Voilà, je ne vais pas m'étendre, tout est dans la présentation, mais juste, je voulais revenir sur quelque chose d'essentiel, c'est que ce statut de réfugié constitutionnel, il donne droit donc au même droit que le statut de réfugié classique.
Les personnes qui vont être qui vont se voir reconnaître le statut de réfugié constitutionnel vont obtenir un titre de séjour de 10 ans. Et quand je vous disais que ça correspond à un type de personne particulier, souvent les personnes qui vont pouvoir se prévaloir en fait de ce statut juridique, ça va être des journalistes, des militants associatifs ou politiques, des artistes, voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, l'asile conventionnel, c'est le statut de réfugié au sens commun où on l'entend. Donc, c'est un statut juridique qui est prévu dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Donc, c'est un statut qui a été élaboré au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, d'après l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, une personne réfugiée, c'est une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa dernière résidence habituelle à la suite des événements qui l'ont amenée à fuir, ne peut, en raison de la dite crainte, y retourner. Donc voilà, on voit bien que c'est quand même un statut qui a un cadre qui est très défini. Une personne qui va se voir reconnaître le statut de réfugié va l'être sur la base de l'un des 5 critères que j'ai mentionnés, donc la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. Et juste pour précision, le groupe social, il a été particulièrement défini en fait dans une directive européenne de 2011 qui s'appelle Directive Qualification. Et en gros, juste pour vous expliquer un peu ce que c'est un groupe social, c'est un groupe dans lequel les personnes vont partager une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut pas être modifiée. Et cette caractéristique ou cette croyance est fondamentale en fait dans leur identité et ils vont être identifiés dans leur pays comme tels. Et du coup perçus par la société environnante et du coup stigmatisés à cause de cette caractéristique ou de cette croyance. Donc, je vous ai mis des exemples de groupes sociaux qui aujourd'hui, de communautés qui peuvent, qui représentent des groupes sociaux dans certains pays. Donc, c'est le cas de la communauté LGBTIQ+, des albinos, et il y a plusieurs groupes sociaux, en fait, de femmes et de filles qui sont exposées soit à des mutilations sexuelles génitales ou qui peuvent être exposées à un risque de mariage forcé. Donc ça, c'est l'essentiel en fait des groupes sociaux aujourd'hui qui sont reconnus par les instances de l'asile. Donc le statut de réfugié, il va permettre à la personne qui sera reconnue réfugiée de bénéficier d'un titre de séjour de 10 ans et d'un certain nombre de droits. Donc ensuite, la protection subsidiaire, donc c'est une protection qui a été élaborée par l'Union européenne, qui vient en complétude en fait de la protection conventionnelle qu'on a vue juste avant. Elle a été introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003, donc relative au droit d'asile, et elle est définie à l'article L512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. La protection subsidiaire, elle est délivrée aux personnes qui sont issues d'un pays tiers ou qui sont apatrides et qui ne peuvent pas prétendre à la protection internationale d'après l'un des motifs qui est prévu par le statut de réfugié, mais qui risquent avec raison de subir une atteinte grave en cas de retour dans leur pays d'origine. Et donc, l'Union européenne a identifié 3 types d'atteintes graves particulières. Donc, c'est la peine de mort ou le risque d'être exécuté. Donc, on entend par là les exécutions extrajudiciaires et pour la peine de mort, ça peut être par exemple une fatwa qui va être prononcée par une autorité religieuse à l'encontre d'une personne.
La deuxième atteinte, c'est la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Et la troisième atteinte, c'est une menace grave contre la vie ou contre sa vie ou sa personne en raison de la violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. Je voudrais juste préciser que cette dernière atteinte, elle n'est applicable qu'aux civils. Donc les combattants et les militaires en sont systématiquement exclus. Par ailleurs, cette atteinte-là, ce mécanisme, en fait, il a été particulièrement utilisé pour protéger, par exemple, les personnes qui provenaient d'Afghanistan, comme on l'a vu l'été dernier, ou qui provenaient de Syrie. À partir de 2012, on a vu arriver de plus en plus de personnes originaires de Syrie dans l'Union européenne. Cette protection, elle permet l'obtention d'une carte pluriannuelle de 4 ans qui est renouvelable et qui permet en général d'obtenir une carte de résident de 10 ans lors du renouvellement. Et enfin, la dernière protection internationale, c'est le statut d'apatride, qui est un statut à part, qui relève d'une convention internationale qui lui est propre, celle de New York du 28 septembre 1954. Ce statut, il est reconnu à toute personne qu'aucun État ne considère comme un ressortissant par l'application de sa législation. Donc, cela signifie que est apatride d'une personne qui ne possède, la nationalité d'aucun État. Et même si elles ont une résidence habituelle dans un pays depuis plusieurs générations. Donc, ces personnes, elles disposent d'aucun document d'identité et juridiquement, comme l'a souligné le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est comme si elles n'existaient pas. Donc, c'est un statut qui est assez grave. Là, il y a une campagne à l'heure actuelle, justement, pour lutter contre l'apatridie, puisque ces personnes, elles n'ont pas accès à la scolarisation, elles n'ont pas accès au marché du travail, elles ne peuvent pas faire valoir leurs droits, comme se marier, avoir accès à des soins, ce genre de choses. Donc, le statut d'apatride, il peut être reconnu sur plusieurs fondements, notamment la discrimination fondée sur l'ethnie, la religion ou encore le jour. À titre d'exemple, sachez qu'il y a 25 pays dans le monde, en fait, dont la législation empêche les mères de transmettre la nationalité à leurs enfants. Donc, forcément, les enfants deviennent apatrides et ça se perpétue en fait de génération en génération. Aujourd'hui, il y a plusieurs populations en fait, qui sont considérées comme apatrides dans le monde. Il y a par exemple les Rohingyas de Birmanie qui sont déplacés au Bangladesh parce qu'ils sont sujets à une épuration ethnique de la part des autorités birmanes. Et il y a aussi les enfants syriens qui sont nés hors de Syrie depuis le début du conflit en 2011. Donc les demandes d'apatridie, elles sont aussi déposées à l'OFPRA au même titre que les autres demandes d'asile. Et elles sont étudiées par un bureau spécifique et elles donnent droit, comme la protection subsidiaire, à un titre de séjour de 4 ans qui, lui aussi, est renouvelable. Donc, rapidement, je vais vous présenter la procédure d'asile, de demande d'asile, pardon. Donc, une personne en situation de migration arrive sur le territoire français. Elle va se présenter au guichet unique pour se faire enregistrer. Guichet unique de demande d'asile, et elle va obtenir un dossier pour déposer sa demande d'asile. Elle va envoyer ce dossier à l'OFPRA qui va l'enregistrer, puis elle va passer un entretien individuel avec un officier de protection de l'OFPRA. 2 solutions à l'issue de cet entretien individuel. Soit elle va obtenir une protection internationale et dans ce cas-là se voir octroyer un titre de séjour par la préfecture qui lui donnera droit au travail, soit l'OFPRA va prendre une décision de rejet. Dans ce cas-là, la personne aura la possibilité de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui va l'entendre en audience et qui va prendre une décision. Et cette décision, elle donnera soit droit à une protection internationale à la personne, et donc là, encore une fois, l'octroi d'un statut, d'un titre de séjour donnant droit au travail, soit son recours sera rejeté. Et dans ce cas-là, elle sera déboutée de sa demande d'asile. Voilà, pour le circuit de l'asile. Est-ce que vous avez des questions ?
Non, non, je pense que Charlène, tu as été très claire parce qu'il n'y a aucune question pour l'instant. Bah, tant Donc, mieux, tant mieux. voilà, sachant que voilà, vous aurez les documents, donc vous pourrez après revenir dessus. Et puis après, Charlène vous donnera également des contacts qui vous permettront par la suite de poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, on va pouvoir continuer alors. Du coup, je vais passer la parole à Karen. Merci Charlène. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette thématique. Donc, je vais me présenter. Je suis Karen Keneski. Je suis chargée de mission à l'offre de formation au C2RP Cariforef, Hauts-de-France. Voilà. Comme vous l'a présenté Isabelle, l'offre de formation a deux missions principales. Une mission donc de collecter l'offre de formation dans sa globalité, et ensuite de s'assurer de la bonne diffusion et transmission, tant au niveau régional qu'au niveau national. Donc, je ne préciserai pas l'ensemble des flux, mais sachez que l'offre qui est collectée au niveau du Cariforef est diffusée au niveau national, au niveau du réseau des Cariforef. Je vous montrerai le site, mais également dans les portails des différents consommateurs de données que peuvent être Pôle emploi, la bonne alternance, etc. Voilà, pour ces précisions. Donc, au niveau de mes propos ce matin, on souhaitait vous montrer et donner à voir les aspects cartographie, notamment de l'offre de formation régionale qu'on peut retrouver donc sur deux sites qu'on verra par la suite, mais une offre linguistique globale. Alors spécifiquement ce matin, on abordera l'offre de formation linguistique à destination des publics migrants, réfugiés et primo-arrivants. Sachez qu'au mois de juin, on vous proposera également un temps spécifique cartographie, mais sur l'offre linguistique globale, donc au-delà de ces publics visés. En tout cas, pour ce matin, au niveau du référencement de l'offre linguistique à destination du public migrant, réfugié et primo-arrivant, le Cariforef Hauts-de-France a été missionné de par une convention donc avec notre réseau national et le ministère de l'Intérieur via l'OFI, du référencement de certaines typologies d'offres linguistiques à destination de ces publics. Tout d'abord, on va retrouver au niveau du référencement les formations, en tout cas prescrites par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, donc au travers de deux types de parcours, ce qu'on appelle les parcours réglementaires, qui sont en tous les cas mentionnés dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, le CIR, mais également des formations complémentaires par rapport à ces parcours de formation qui permettent en tous les cas d'articuler différents types de parcours, donc de l'intégration jusqu'à la formation tout au long de la vie. Donc on retrouvera également des ateliers qu'on appellera sociolinguistiques, qui sont portés par les DDE-TS. Au niveau de chaque département, on a une offre particulière. Cette offre, sachez qu'elle est en cours de collecte, en tous les cas pour l'année 2022. Au niveau des différents départements, pour certains départements, ils sont encore en cours d'instruction de cette offre, donc elle arrivera progressivement. On espère la récupérer en tout cas pour le webinaire prévu courant juin. Voilà. Sur les aspects complémentaires, on retrouvera également ce qu'on appelle le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, OEPRE, qui est un partenariat et un conventionnement avec les structures de l'éducation nationale et qui permettent en fait d'accueillir sur des dispositifs particuliers au sein de structures telles que les collèges ou lycées ou même écoles maternelles, d'accueillir donc les parents dans des cursus tout à fait adaptés sur appréhender en tous les cas les prémices de la langue au regard aussi de leur parcours et d'intégration aussi de leurs enfants au niveau des structures scolaires. Et on retrouvera également toute l'offre conventionnée au niveau du référencement,
Donc, toute formation qui contribue à l'apprentissage du français, ce qu'on met derrière le vocable FLE, français langues étrangères, où là, en fait, les organismes de formation peuvent venir, en tous les cas, saisir et donc, de par ça, diffuser au niveau régional, mais aussi au niveau national, toute cette offre de formation. Et enfin, pour terminer, on retrouvera également dans ce référencement, là, c'est l'ONICEP qui nous transmet ces informations. Donc, toutes les unités, en tous les cas pédagogiques, en termes d'accueil pour les élèves allophones nouvellement arrivés en France. Voilà, sur l'aspect typologique, en tous les cas, de cette offre linguistique spécifiquement destinée aux personnes migrantes, réfugiées ou primo-arrivantes. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier. Que se passe-t-il? J'avais vu si la demande… Alors ça, c'est une question… Oui, en question qui te concerne plus particulièrement, Karen. Le FLE. Donc, Madame Dupont, voilà, demande si je vois sur le document FLE une offre non conventionnée. Comment les publics en situation de migration ont-ils accès à la formation FLE? Alors ça, sur ces actions non conventionnées FLE, il s'agit de consulter directement l'organisme qui dispose au niveau de ces actions de formation des critères, en tous les cas, d'intégration au regard des situations. Les situations sont multiples, comme vous l'a présenté, en tous les cas, Charlène. Et là, clairement, c'est les statuts, en fonction des différents statuts, l'intégration est possible ou transitoire, ou passera peut-être par d'autres dispositifs au préalable. Mais en tous les cas, ces aspects-là sont gérés directement par les organismes de formation sur ce type d'offres non conventionnées. Alors spécifiquement, suivant l'offre conventionnée, on a différents niveaux visés aussi au niveau des dispositifs FLE, français langues étrangères. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique, lié au statut et à la situation de la personne. Et les conditions, elles sont tellement diverses et variées que je ne dispose pas, en tous les cas, d'un élément de réponse précis sur cet aspect-là. Tout dépend de la situation et du statut de la personne qui prétend à ces actions FLE. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Daumont. Mais voilà, et pour plus de précision, oui, je vous engage à consulter en fait les organismes de formation qui dispensent ce type de formation. Je ne vois pas… Oui, la question aussi de Monsieur Daumont, c'était de dire, est-il possible de tenir un quelconque partenariat dans la mise en place interne d'un dispositif FLE en centre de formation par apprentissage? Alors ça, je n'ai pas la réponse. Par contre, je vais me renseigner. Là-dessus, on s'engage, Isabelle, sous réserve de cette réponse, mais je m'engage à me renseigner, à vous transmettre à l'ensemble du groupe, peut-être quand tu enverras peut-être les documents. Voilà, une question précise, parce que là, c'est vraiment très spécifique et je n'ai pas la réponse là à l'instant. Voilà. Et il y avait une question peut-être plus pour Charlène de Madame Vallard. Que se passe-t-il si la demande d'asile est définitivement rejetée et que plus aucun recours n'est possible? Alors du coup, à l'issue de la demande d'asile, une fois que la personne a obtenu sa décision de rejet, enfin que son rejet lui a été notifié, la préfecture va prendre une obligation de quitter une décision d'obligation de quitter le territoire français, une OQTF, contre laquelle la personne pourra faire un recours dans lequel elle présentera les raisons pour lesquelles elle doit rester sur le territoire. Je pense qu'il y a une possibilité de faire une demande de titre de séjour, bien qu'en général, et je crois que maintenant, la demande de titre de séjour, elle doit se faire en même temps que la demande d'asile, où la personne peut présenter des éléments nouveaux pour faire un réexamen de sa demande d'asile, où elle peut décider de retourner dans son pays d'origine et d'obtenir une aide au retour volontaire, voilà, qui est en gros des conditions matérielles pour pouvoir retourner dans son pays d'origine. Où la personne peut aussi rester de manière illégale sur le territoire français. Voilà.
Et peut-être là maintenant une question pour Karen. Existe-t-il une liste des organismes de formation dispensant le FLE? Et justement, ça Alors, fait oui, le voilà, lien ça avec fait l'objet l'aspect. de la suite de mes propos pour passer en tous les cas à l'aspect purement pratique. Je vous propose simplement 2 présentations succinctes, en tous les cas, de ces éléments que je viens de vous signaler. En tous les cas, des liens ressources hein, sur lesquels vous pouvez retrouver hein, toute l'offre de formation. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de la cartographie nationale au niveau du RCO, donc notre réseau des CARIFOREF, et le niveau régional hein, que vous pouvez retrouver hein, sur le site du C2RP CARIFOREF Hauts-de-France. Donc, je vous propose simplement, hein, vous retrouverez de toute façon ces 2 liens dans les documents, en tous les cas, support, mais aussi au niveau du message qu'Isabelle vous transmettra à la suite des interventions. Vous retrouverez ces liens ressources. Je vous propose simplement juste de vous les démontrer de façon très synthétique hein, pour que vous appréhendiez peut-être le système de recherche qui est relativement simple et aussi que vous puissiez visualiser hein, ces aspects-là. Donc, de partager mon écran simplement sur ces 2 liens. Je fais le partage d'écran, Isabelle. Oui. Voilà, onglet Chrome. Donc, sur CARIFOREF. Voilà, normalement, voilà, on y est. Donc là, on est au niveau régional. Donc, au niveau de l'aspect du site du C2RP, où vous allez pouvoir rechercher hein, ces formations par typologie. Donc, vous allez donc sur formation et métiers, formation en Hauts-de-France et trouver une formation. On y est, on est sur le moteur de recherche. Donc là, comme je vous l'ai signalé, par exemple, si on recherche les formations, en tous les cas, les parcours réglementaires et complémentaires OFI, on peut par mots-clés les retrouver hein, tout simplement. Voilà, on a un aspect formation. Alors, ma cartoon ne s'affiche pas encore, elle arrive. Voilà, normalement, on va les retrouver en pointillé. Est-ce qu'on arrive? Je n'arrive pas à zoomer, dézoomer. On va faire ça comme ça. Normalement, on va les retrouver. La molette. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, voilà, on va les voir. Voilà, donc on a en tous les cas une cartographie aussi au niveau de cette carte. Et vous retrouvez en fait l'ensemble des formations. Vous voyez, parcours complémentaire, si on prend le parcours réglementaire, vous pouvez aussi aller voir le détail de chaque fiche. Est-ce qu'on voit la fiche en question? Oui. Et vous allez retrouver à chaque fois donc, les objectifs, les prérequis, le contenu pédagogique et aussi les sessions hein, qui sont proposées. La durée totale en heures, voir s'il y a des places disponibles aussi. Ce sont des éléments, en tous les cas, que vous avez en visu sur le référencement. Et puis aussi les contacts, là, en l'occurrence, Solidarité Jalon pour le travail, SJT, au niveau des sessions de formation. Vous allez retrouver donc ces éléments-là. Vous pouvez retrouver les FLE, par exemple, aussi également. Les actions FLE, normalement, voilà. Alors, dans les FLE, ce que je souhaitais juste vous préciser, c'est qu'on a certaines formations qui peuvent venir polluer hein, le français, langues étrangères parfois, notamment à destination des publics visés hein, aujourd'hui, migrants, réfugiés, primo-arrivants, parce qu'on a des masters, par exemple, qui sont en tout cas fléchés FLE et qui ne sont pas forcément à destination de ce public-là. Et on ne peut pas, malheureusement, en tout cas, les ôter de cette cartographie, puisqu'au niveau d'un format codage, hein, le français langues étrangères, c'est le 15235, il est attaché à la certification et est automatiquement attaché à cette certification et ce référencement, en tous les cas, au niveau de notre base. Donc, c'est à la marge, hein, on a 2-3 masters notamment.
On peut retrouver, là, si vous voyez, on a décorateur d'intérieur, cette spécialité plus FLE. Parfois, certains centres de formation peuvent, en tous les cas, proposer donc, des formations à visée professionnalisante, mais également des parcours FLE en parallèle. Voilà, ça, c'est tout à fait spécifique, hein, mais on peut retrouver ces éléments-là. Donc là, je vous évoquais un master sciences du langage, parcours didactique du FLE. Ben, celle-ci, elle vient polluer l'offre, en tous les cas, à destination du public spécifique qu'on aborde ce matin. Voilà. On va retrouver… mais c'est parce que le format code est identique, en fait. Voilà, on a le format code 15235 FLE qui est attaché à cette action de formation de par sa certification. Donc, après, on ne peut pas venir la décrocher. D'avoir cette information. Complètement, exactement. Ça permet aussi, en tous les cas, quand vous recherchez aussi parfois des ressources, hein, je pense aux participants de ce matin qui sont essentiellement des organismes de formation, de pouvoir en tous les cas contacter aussi peut-être les universités qui proposent justement ces masters didactiques en termes de langage à visée FLE, de les contacter aussi peut-être pour avoir des ressources aussi intégrées parmi votre organisme de formation pour proposer et adapter des parcours peut-être professionnalisants, intégrant des parcours FLE. Ça peut être, oui, Isabelle, tu as entièrement raison. Je vous propose simplement de passer vite fait sur le parcours, la cartographie nationale. Oui, très vite, hein, parce que le temps… Il n'y a pas de souci. On va avoir une session au mois de juin spécifique voilà, sur l'offre linguistique. L'offre de formation. Alors, voilà, je partage. Vous voyez mon écran ? Ouais. Oui, donc là, on est sur le national, le réseau des CARIFOREF, où là, vous retrouverez l'ensemble des éléments, on va dire, nationaux qui proviennent des différents CARIFOREF, qu'ils soient de métropole ou ultramarins. Et donc, vous avez spécifiquement un plot, hein, trouver une formation linguistique à destination des primo-arrivants. Et là, vous allez retrouver en fait la possibilité, donc vous avez aussi des chiffres clés, mais un moteur de recherche qui vous permet de retrouver des éléments donc, par région. Alors, vous pouvez sélectionner l'Hauts-de-France, mais comme toute autre région aussi, hein, parfois, voilà, ça permet d'aller regarder aussi l'offre existante par ailleurs. Au niveau du moteur de recherche, en fait, on a une cartographie régionale, avec une possibilité aussi de filtrer plus finement les résultats. Là, on a les parcours complémentaires proposés par l'OFI et parcours réglementaires. Hein, ainsi, voilà, on peut les rechercher hein, au niveau de FLUI. Si on tape réglementaire spécifiquement pour arriver à ces formations, là, on peut filtrer, par exemple, le parcours réglementaire du coup et pas complémentaire proposé par l'OFI. Et là, vous les retrouvez en version listing, mais aussi en version carto. Et là, pour le coup, vous pouvez aussi aller consulter spécifiquement ce parcours en lien avec ce qui est proposé au niveau de l'organisme. Voilà. Voilà. Karen, on avait une question donc, de Madame Caron. En tant que conseillère en insertion professionnelle, est-ce que je peux positionner une personne sur les formations ou la personne doit faire la demande elle-même? Non, en tant que prescripteur, hein, vous pouvez, avec l'organisme de formation, positionner au regard de la situation. Et c'est pour ça que je vous précisais, j'ai précisé tout à l'heure, hein, que chaque situation est un peu unique hein, au niveau des personnes, en tout cas, qui manifestent un intérêt sur cette formation, de consulter directement et d'entrer en contact avec l'organisme de formation, tant sur des éléments liés au statut et conventionnement et financement, cofinancement, prise en charge, mais tant aussi sur la disponibilité en termes de place et les périodes proposées, en tout cas, pour intégrer, voilà, que la personne puisse intégrer ces dispositifs. Voilà. Une question de Madame Pigeot qui dit qu'il n'est pas toujours facile de trouver une formation donc à la langue française quand le public n'est pas éligible aux actions FLE du SIG. Et donc, est-ce qu'il y a une alternative? Alors, les alternatives… de FLE pour le public ukrainien.
Alors, les alternatives, il en existe au niveau associatif, hein. Là, au niveau je vous ai parlé, on a évoqué le référencement de l'offre de formation. Alors, c'est vrai que dans ce référencement, on a également ce qu'on appelle les ateliers sociolinguistiques, hein, sur lesquels on est en cours de référencement, hein, qui découle de programmes État des DETS. Et donc ça, Bob 104, hein, pour les spécialistes, mais c'est en cours en tous les cas de notification. Et sur ces actions-là, oui, on peut retrouver, hein, certaines actions proches d'actions FLE aussi, en tous les cas pour permettre un premier palier pour accéder ultérieurement au niveau du parcours à des actions FLE véritablement fléchées. Mais c'est vrai que souvent, on se dirige vers le tissu associatif. Alors nous, au niveau du CARIFOREF, ce qu'on fait, c'est qu'on référence l'offre de formation, mais on a évoqué à l'interne, en tous les cas, la possibilité de vous mettre à disposition, peut-être en termes de lieux d'accueil, hein, en tous les cas, les lieux d'accueil associatifs, et pas donc structure de formation qui permettrait justement des accueils peut-être intermédiaires avant de prétendre à un parcours véritable de formation, que ce soit des formations en langue, mais aussi des formations en termes d'insertion professionnelle. Voilà. Okay. Bon, bah, je propose d'arrêter là puisqu'on on le réévoquera et puis de laisser Charlène continuer. D'accord. Bah, écoute, je départage mon écran du coup et si tu peux remettre le PPT, Isabelle. Parfait. Merci. Donc, Charlène, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, du coup, je vais vous présenter un peu l'insertion professionnelle. Enfin, je vais vous donner des éléments sur l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale. Donc, il faut savoir que les BPI, ils ont les mêmes droits que les ressortissants français. Ils sont éligibles à tous les dispositifs de droit commun. Donc, par exemple, ils peuvent s'inscrire à Pôle emploi et ils peuvent bénéficier d'aides sociales comme les allocations familiales, le revenu de solidarité active, le contrat d'engagement jeune pour les moins de 26 ans. Leur titre de séjour, il leur donne automatiquement droit en fait, à une autorisation de travail sans qu'ils aient besoin d'obtenir une autorisation de travail préalable, comme c'est le cas pour les primo-arrivants. Ils n'ont pas besoin d'attendre de se voir délivrer en fait leurs documents d'état civil pour commencer à travailler. Ces documents d'état civil, ils sont émis par la division de la protection de l'OFPRA et aujourd'hui, le délai de production de ces documents, il est de 1 an en moyenne. Donc voilà, ils ne vont pas attendre 1 an avant de pouvoir s'insérer professionnellement. Donc, concomitamment à l'octroi de leur titre de séjour par la préfecture, ces personnes, elles vont signer un contrat d'intégration républicaine qui est conclu avec l'État. Donc, c'est ce que disait Karen, dans lequel l'étranger ou l'étrangère va s'engager à suivre des formations qui sont nécessaires, les formations nécessaires, et qui vont lui permettre une bonne insertion dans la société française. Donc, il y a plusieurs étapes à la signature de ce CIR. Il y a l'évaluation du niveau de langue donc par l'OFI, avec le suivi d'une formation linguistique qui vous a été présentée par Karen et qui est recensée donc, dans la cartographie du CARIFOREF. Il va y avoir également le suivi d'une formation civique, la signature du contrat et l'orientation de la personne vers un service public de l'emploi. Donc, ça peut être Pôle emploi, CAF emploi ou les missions locales. Ces règles, elles s'appliquent également aux conjoints et conjointes des BPI ainsi qu'à leurs enfants. Ils vont devoir délivrer le même titre de séjour et, en tout cas, dans le cadre de la demande d'asile. Et ils vont également, en tout cas, les conjoints majeurs vont pouvoir accéder au marché de l'emploi de la même manière, en fait, que les bénéficiaires de la protection internationale. Voilà. Donc, je vais vous présenter 3 exemples de dispositifs auxquels les BPI en fait, peuvent accéder pour favoriser leur insertion professionnelle. Donc, juste avant, je voulais préciser que l'insertion professionnelle de ce public, elle n'est pas très aisée, notamment parce que c'est une masse salariale en fait, qui n'est pas très connue, qui souffre souvent de préjugés et dont l'intégration en fait, tient notamment à la maîtrise de la langue française.
Donc, les formations qui sont prévues par l'OFII, elles ne sont pas toujours suffisantes. Et du coup, d'où l'importance en fait, de la cartographie qui vous a été présentée pour trouver des formations complémentaires et permettre à ces personnes en fait, de pouvoir améliorer leur pratique de la langue française. Toutefois, je voudrais préciser que la maîtrise de la langue française, c'est pas forcément, ça doit pas non plus être un rebutoire en fait pour permettre à la personne d'accéder à un emploi, parce que souvent en fait le milieu professionnel est un endroit propice pour pratiquer la langue française, parce que souvent les personnes elles évoluent en fait dans des communautés de compatriotes, donc elles parlent leur langue maternelle. Et elles ne vont pas forcément pratiquer la langue française au quotidien. Donc voilà, le milieu professionnel, ça va être une bonne chose pour leur intégration et pour leur pratique de la langue française. Donc le premier dispositif que je voulais vous présenter, c'est la validation d'acquis d'expérience. Donc c'est un dispositif en fait qui correspondra qu'à une petite proportion de BPI, mais qui me paraissait important de présenter parce que parmi les BPI, il y a quand même bon nombre de personnes qui ont des compétences à faire valoir. Donc, c'est des compétences parce que soit elles ont un parcours universitaire dans leur pays d'origine avec des diplômes obtenus à la clé, soit parce qu'elles ont une expérience de vie particulière ou parce qu'elles occupaient un emploi dans leur pays d'origine. Donc, la validation d'acquis d'expérience permet de valider partiellement ou totalement un diplôme grâce à l'expérience professionnelle et personnelle de la personne, qui va obtenir une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, selon la certification visée, il faut justifier d'une durée d'exercice dans une activité d'au moins 1 an en rapport avec le contenu et le niveau de diplôme visé. Donc, c'est ce critère en fait qui est souvent difficile à remplir pour les BPI parce que ils ne sont pas forcément partis avec leurs justificatifs où ils peuvent les avoir perdus sur le parcours d'exil, voire en fait ils n'en disposent pas parce que simplement ils occupaient un emploi où ils n'avaient pas de fiche de paye parce que c'est pas un système qui fonctionne de la même manière que nous dans leur pays d'origine. Donc en France, à l'heure actuelle, il y a une expérimentation qui est en cours qui s'appelle VAE sans frontières. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je sais que Madame Véro-Lemain est présente parmi nous et du coup, n'hésitez pas à rajouter des choses si vous le jugez nécessaire ou si vous souhaitez mettre vos coordonnées dans le chat pour compléter les choses pour les personnes qui seraient intéressées par ce dispositif. Donc, l'Académie de Lille, sous le pilotage du DAVA de Lyon, a déployé un projet qui s'appelle VAE sans frontières et qui est à destination tant des personnes primo-arrivantes que des bénéficiaires de la protection internationale. Les bénéficiaires de ce projet doivent remplir plusieurs critères. Donc, le premier, c'est qu'elles doivent être issues d'un pays tiers de l'Union européenne et qu'elles doivent disposer d'un titre de séjour depuis moins de 5 ans. Donc, elles doivent résider sur le territoire français depuis moins de 5 ans. Et du coup, elles doivent disposer d'une expérience professionnelle à l'étranger d'au moins 1 an, peu importe le secteur d'activité, peu importe le niveau de diplôme exigé. Et dans le cadre du projet, les candidats bénéficient d'un appui complémentaire, donc en français langues étrangères, d'une formation ou de plusieurs formations techniques et d'une période d'immersion en entreprise avec le soutien d'un référent de parcours qui va justement les aider dans ces différentes étapes. Je vois qu'il y a une question. La VAE est-elle possible pour tous les secteurs professionnels ? A priori, oui. Après, je pense que en tout cas, pour les exemples que vous avez donnés, ce n'est pas le cas. Pour les médecins et les personnes qui occupent des fonctions médicales, ce n'est pas aussi simple. En fait, elles ne peuvent pas transférer leur diplôme en France, parce que le mode de fonctionnement n'est pas le même d'un pays à l'autre. Par exemple, un chirurgien, il ne va pas pouvoir pratiquer la chirurgie en France parce qu'il sera passé par une validation d'acquis d'expérience. Il va pouvoir faire valoir quand même son expérience pour occuper d'autres postes, mais ce ne sera pas un poste de chirurgien ou un poste de médecin, quel qu'il soit, parce qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont quand même assez réglementés.
C'est une très bonne question. Je pense que Madame Véraud-Lemont sera plus apte à répondre que moi pour savoir si c'est ouvert aux Ukrainiens. Merci beaucoup d'avoir mis vos coordonnées pour pouvoir échanger. Voilà, c'est un dispositif qu'on avait identifié dans le cadre de Profer et du coup, c'est très intéressant. Donc, je vous invite chaudement à les contacter pour avoir de plus amples informations. Voilà, je vais passer au dispositif suivant. Confirme qu'il est ouvert aux Ukrainiens. Oui, voilà, bah, c'est parfait. On va peut-être aller rapidement sur les solutions, peut-être simplement citer, et puis sachant qu'après, on va tous les retrouver dans le guide Profer. Oui, c'est ça. Du coup, juste pour vous dire que en fait, c'est possible d'orienter ce public vers les structures d'insertion par l'activité économique. C'est vraiment un public qui est très très apprécié en fait dans ce secteur-là. Enfin, moi, j'ai échangé avec plusieurs responsables d'ateliers et de chantiers d'insertion qui sont très très contents en fait, et c'est souvent une bonne vu que l'insertion sur le marché de l'emploi est difficile pour ces personnes. Ça peut souvent le parcours d'insertion être un bon premier tremplin pour les personnes. Parfois, en fait, il y a des chantiers d'insertion qui prévoient même des cours de langue française. C'est inclus, en fait, dedans. Et du coup, c'est quand même intéressant d'y réfléchir. Et aujourd'hui, le champ des prescripteurs est très élargi. Donc voilà, ça vaut le coup quand même de réfléchir à cette voie. Et enfin, la formation professionnelle. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus non plus. Les BPI, comme je vous l'ai dit, ils ont accès à tous les dispositifs de droit commun. Donc, en fait, ils ont accès aux dispositifs de la formation professionnelle. Leur formation professionnelle peut être rémunérée, notamment s'ils sont demandeurs d'emploi. Et du coup, voilà, je vous ai mis plusieurs endroits où retrouver des formations professionnelles. Et pour la formation professionnelle dédiée au public des bénéficiaires de la protection internationale, je vous avais mis 2 exemples. Donc, le programme HOP, qui en Hauts-de-France est porté par l'AFPA et qui est à destination donc, des bénéficiaires de la protection internationale qui sont hébergés en centre d'hébergement. Je vous invite à aller sur le site de l'AFPA. En fait, vous allez retrouver toutes les informations très précises en fait, sur le programme HOP. Et il existe aussi une formation qui s'appelle WellCode, qui est portée par l'école Saint-Plon et qui est disponible dans les Hauts-de-France. C'est un programme de formation intensif de 6 mois dont le prérequis est la maîtrise du français au niveau A2 ou B1, mais qui prévoit du coup à la fois la formation sur un métier du numérique qui est particulièrement recherché sur le marché du travail et qui prévoit aussi des cours intensifs de langue française. Voilà. Et je vous invite également à prendre contact auprès d'eux. Je vais vous présenter le guide Profer, qui est un guide qui a été élaboré par la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France. Donc, c'est un guide qui a été élaboré dans le cadre d'un appel à projet national auquel on a répondu l'année dernière avec 8 autres fédérations sur tout le territoire. Nous, on a déployé 2 actions dans les Hauts-de-France, donc une rencontre régionale, entre les institutions, les acteurs de l'intégration et les acteurs du secteur de l'emploi. Je sais qu'il y a certains participants à ce webinaire qui étaient là lors de notre rencontre régionale. Et du coup, on a publié aussi un guide avec des ressources donc indispensables pour accompagner en fait les BPI vers l'insertion professionnelle. Ce guide a été publié en février dernier et il sera mis à jour dans le courant de l'année. Hop, pardon, j'ai été un peu vite. Et d'ailleurs, c'est aussi un lien que vous recevrez, donc vous pourrez télécharger le guide. C'est ça. Et du coup, voilà, le guide, il est fait sous forme de fiche pratique. Il est vraiment, le but, c'est vrai, ça a été vraiment pour nous de recenser le plus de dispositifs ou d'actions ponctuelles sur le territoire. Comme je vous le disais, il va être mis à jour dans le courant de l'année. Donc, si vous êtes un organisme porteur d'un dispositif ou si vous avez connaissance d'une initiative que vous jugez pertinente ou à la lecture du guide, vous trouvez que voilà, il pourrait être enrichi, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont juste là.
Voilà, je vous remercie de votre attention et merci encore Isabelle et Karen pour ce webinaire. Voilà, et notamment, il y avait une question de Madame Marchand. Serait-il possible de revenir sur la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en même temps que celle de l'asile? Donc, Madame Marchand, je vous propose donc de vous mettre en rapport avec Charlène parce que vous indiquez après cela peut être une possibilité pour soins. Donc voilà, voir comme c'est une question particulière, je vous propose de vous mettre en rapport avec Charlène et puis qu'elle puisse vraiment répondre précisément à votre question. Alors, juste, Isabelle, juste une petite intervention, une précision de ma part. Je vois pas mal de questions sur le public ukrainien. Pour information, on vous joindra également le lien vers 2 flyers qui ont été réalisés au niveau et mis à disposition par le réseau des Cariforef au national. Donc 2 flyers, donc un en langue ukrainienne, le deuxième en langue russe. Je te propose, Isabelle, de joindre ces 2 liens on les mettra également au niveau des cartos. Voilà, et parce que justement, ça indique comment aller sur le site du RCO et puis de rechercher donc les formations linguistiques. Pour terminer, peut-être en quelques mots également, et pour terminer, restez en contact avec nous. Je vous propose, si vous n'êtes pas déjà, de vous abonner à nos différents abonnements, que ce soit les flux RSS, le C2 Actu ou le C2 Veille. Donc, comme je vous l'ai précédemment indiqué, vous allez recevoir un mail donc avec le replay du webinaire, les liens vers tous les documents associés. Et puis un lien avec il y aura également un lien vers un petit questionnaire de satisfaction, donc en ligne. Et donc ce questionnaire est très important pour recueillir vos besoins. Et vous pourrez nous indiquer les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés suite à cette première information. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations spécifiques sur certains thèmes de ce sujet qui est bien complexe, ou sur un sujet connexe, donc à l'insertion professionnelle des publics en situation de migration, mais également si vous souhaitez donc une information sur tout autre sujet de l'orientation, de la formation et de l'insertion. Voilà, je vous invite vraiment à nous l'indiquer. Donc, un second webinaire, comme on l'a dit plusieurs fois, on l'avait évoqué plusieurs fois avec Karen, sera consacré à l'offre de formation linguistique, mais là, globale, où vraiment on prendra le temps de vous expliquer ces différents éléments. Et donc, ce sera le 14 juin prochain. Il n'est pas encore en ligne, mais vous aurez l'info via le C2 Actu et via notre site. Un autre sujet de webinaire, le 19 mai, nous aurons un webinaire sur les dispositifs de reconversion professionnelle avec Transition Pro. Et puis également, au mois de juin, on se repenchera sur nos 2 outils, sur la base régionale de l'offre, comment optimiser ses recherches, et sur la présentation de Cléor, l'outil d'information sur les métiers. Donc, d'autres thématiques sont encore en cours, mais vous les verrez au fur et à mesure. Donc, il me reste à remercier nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, merci Charlène et Karen pour toutes ces informations et ces précisions. Et puis, on va vous laisser encore peut-être quelques instants si vous souhaitez poser des questions également sur l'onglet questions qui seront intégrées donc à la fac du webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez encore laisser, saisir quelques questions. Ils seront repris dans le document d'ensemble. Voilà, donc en tout cas, encore un grand merci à Charlène et à Karen. Et puis, moi, je vous dis donc à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous également pour votre patience et votre participation également au niveau des questions. On y répondra. Et une belle journée. Très belle journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.